Dans un Sahel que l'on disait stérile, 10 millions d'oiseaux, puis un autre en 3 mois, la dépendance alimentaire locale recule de 9%, tandis que les marchés s'animent sans convoi d'aide. Que signifie pour chacun ce renversement discret où Ibrahim Traoré mise sur des pintades plutôt que des usines? Quand la nourriture respire et marche, l'autonomie cesse d'être un slogan. Sous le soleil blanc du Sahel, l'opération Protéines vertes ne promettait pas un miracle, mais une méthode. Ibrahim Traoré, capitaine devenu symbole, affirmait que nourrir un peuple sans dette équivalait à lui rendre la liberté. Le bénéfice, précis réduire de moitié les importations de viande en 5 ans, créer 100 000 micro-fermes et inverser le flux migratoire rural. Chaque œuf couvé remplaçait un prêt international, chaque rire d'enfant un indicateur économique oublié. Les sceptiques y voyaient un pari naïf contre la logique du marché global, mais au Burkina Faso, cette logique avait déjà échoué. Ce projet reposait sur une identité plus vieille que la coopération vivante. S'il réussissait, le pays prouverait que la souveraineté ne se cultive pas dans les bureaux, mais dans la poussière fertile des villages. Et s'il échouait, il laisserait au moins derrière lui une génération qui aura appris à se nourrir sans permission. 3 semaines après le lancement, les 9% de dépendance alimentaire en moins, 15% de perte de bétail en moins, ce que beaucoup prenaient pour un symbole s'est transformé en système. Derrière ces pourcentages, Ibrahim Traoré orchestre un bouleversement silencieux. Le capitaine devenu chef d'État n'a ni proclamé une révolution, ni imposé de nouvelles taxes. Il a simplement inversé le sens de la chaîne alimentaire, rendre au village la maîtrise de la subsistance et donc de la dignité. Le projet de la protéine verte n'est pas né dans un laboratoire, mais d'une selle des générations qui ont nourri la terre avant de nourrir l'économie. Là où le désert semblait condamné, des enclaves des coopératives, des couvoirs artisanaux, des marchés improvisés où les œufs deviennent monnaie. La logique du plan repose sur un double paradoxe. D'un côté, il s'agit d'un programme agricole sans machine, de l'autre, d'une politique économique sans dette. Chaque pintade survit à 45 degrés, mange 3000 insectes par jour et remplace des tonnes de pesticides importés. Chaque oiseau devient un multiplicateur écologique. Pour le ministère de l'écologie, la réussite ne se mesure pas seulement en protéines, mais en résilience. Le sol s'enrichit, la poussière se fixe, les villages réapprennent à non plus en dette, mais en cycle. Les observateurs étrangers hésitent entre admiration et ironie. Ils demandent des modèles, des indicateurs, des preuves. Mais dans le nord du Burkina Faso, les no-preuves, c'est le petit déjeuner. Ainsi, la mini-révélation n'est pas qu'une donnée statistique. C'est la démonstration que le désert, s'il est nourri de volonté, peut redevenir un corps vivant. Et c'est cette logique organique, presque poétique, que le monde a tant de mal à admettre. Dans le village de Dorikaya, une jeune femme nommée Amina Senou devient, sans le savoir, le visage de ce changement. À 28 ans, mère célibataire, elle reçoit 10 pintades offertes par la coopérative locale. Moins d'un an plus tard, elle en élève plus de 400. Son enclos improvisé, fait de bois recyclé et de tôle, n'a rien d'un modèle industriel. Pourtant, il incarne le principe de « la souveraineté commence par ce que l'on nourrit soi-même ». Amina ne produit pas seulement de la viande, elle vend des œufs, réutilise les plumes pour isoler les toits et partage ses naissances avec les voisines. Les économistes y voient une goutte d'eau, mais pour Amina, chaque oiseau représente un jour de liberté gagné. Quand ma fille mange, disait-elle, elle ne doit de merci qu'à Dieu. Son histoire se répand sur les réseaux, puis à la télévision nationale. Le pays découvre que la protéine verte n'est pas une utopie, mais une succession de gestes minuscules devenus contagieux. Ces récits locaux nourrissent un imaginaire collectif. Dans la capitale, des étudiants débattent de bio-indépendance. À l'étranger, est-ce un projet agricole ou une déclaration politique? Pour les villageois, la réponse « nous avons cessé d'attendre » et dans ce simple refus du délai réside la véritable rupture. Ibrahim Traoré n'a pas lancé un plan de production. Il a libéré un se nourrir, c'est exister. Tout a commencé par un geste ouvrir les cages. À l'aube du premier jour de l'opération Protéines vertes, des milliers d'enfants relâchent les oiseaux vers le vent du Sahel. Leur rire remplace les discours. Ibrahim Traoré observe en silence. Il sait que cette image restera plus forte qu'une signature d'accord. Dans les semaines suivantes, la dynamique s'accélère.
Les coopératives de Doricaya, Arbinda et Seba deviennent les premières bases vivantes. En 100 jours, plus de 600 couvoirs communautaires apparaissent, la plupart construits à la main, sans un franc d'aide étrangère. Les routes de ravitaillement inversent, ce n'est plus la capitale qui envoie, mais les villages qui livrent. Puis vient la télévision nationale, diffuse un reportage. Un garçon libère une pintade, son « Nous n'avons pas besoin de permission pour vivre ». L'image, répétée des centaines de fois, devient le symbole d'un renversement moral. La souveraineté cesse d'être un mot d'État. Elle devient un rituel quotidien. Les mois suivants, les chiffres confirment l'intuition. La dépendance alimentaire baisse de 9%, les pertes de bétail chutent de 15%, le revenu rural progresse de 8%. Dans le même temps, la migration des jeunes vers les villes ralentit. Première inversion depuis 10 ans. Chaque statistique correspond à un visage, à un champ, à une main couverte de poussière. Mais la tension grandit. Les économistes étrangers parlent de romantisme paysan, les ONG de écologie populiste. Certains diplomates que se passera-t-il quand les oiseaux migreront ? Traoré, nous ne contrôlons pas la nature, nous l'écoutons. Cette phrase enflamme les débats internationaux. Pour les Burkinabés, c'est une profession de foi. À la fin de la première année, le Sahel change de ton. L'aube ne résonne plus du silence aride, mais du battement des ailes. Des marchés émergent dans des villages oubliés des cartes. Des chansons populaires célèbrent les oiseaux de liberté. L'initiative prend des allures de mouvement national, une rébellion de plumes selon la presse locale. Au milieu de ce tumulte, Ibrahim Traoré se tient toujours loin des podiums. Ses rares apparitions publiques se limitent à « Si nous pouvons nous nourrir, nous pouvons nous libérer ». Ces mots répétés deviennent la devise d'une génération. Car dans ce désert autrefois vide, quelque chose de vivant recommence l'idée que l'Afrique peut guérir par elle-même. À mi-parcours du programme, les chiffres parlent avec une clarté inattendue. Baseline. En 18 mois, la fertilité des sols dans les zones semi-arides a augmenté de 40%, confirmé par un rapport conjoint du ministère burkinabé de l'Agriculture et de la FAO. Le taux d'accès aux protéines dans les communautés rurales a progressé de 12%, tandis que les revenus agricoles moyens ont cru de 8%. Ces chiffres modestes mais cohérents traduisent la survie cesse d'être une statistique d'urgence pour devenir un indicateur de souveraineté. Chaque donnée correspond à un geste concret. Dans les villages pilotes, chaque famille a reçu 10 pintades reproductrices, produisant environ 100 œufs par an. Une seule génération suffit à multiplier un troupeau par 10 sans infrastructure, sans prêt ni engrais chimiques. En moins d'un an, la proportion d'alimentation issue d'importation chute de 70% à 61%. Derrière ces pourcentages se cache une chaque oiseau équivaut à une unité d'indépendance. Les économistes du Sud parlent désormais de micromécanique du vivant, car chaque pintade, en cherchant sa nourriture, dissémine des graines et enrichit la terre. Les sols autrefois stériles se couvrent d'herbes sauvages. La température moyenne du sol baisse de 2 degrés dans les zones densément repeuplées. Ce delta thermique, infime pour un satellite, représente des milliers d'hectares rendus cultivables. Les écologistes occidentaux, d'abord sceptiques, admettent aujourd'hui que le modèle Traoré a créé la première boucle écologique autosuffisante du Sahel. Les oiseaux mangent les criquets, réduisant les pertes agricoles, leur déjection fertilisant la terre, les nouvelles herbes retiennent l'humidité. Et cette humidité attire d'autres formes de vie. Un cycle complet, sans subvention, sans machine, sans dette. Un chercheur, c'est une chimie lente mais exacte. Et cette lenteur même devient la mesure du progrès. Car contrairement au programme d'aide qui se mesure en dollars, celui-ci se mesure en années de dignité rendue. Ibrahim Traoré ne présente pas de graphique, il montre des visages. Pour lui, chaque rire d'enfant vaut plus qu'un point de PIB. Et lorsque les statistiques atteignent les conférences internationales, un silence curieux s'installe. Les experts réclament des audits, des comparaisons, des modèles, mais personne ne trouve de paramètres pour mesurer la confiance. Dans les villages du Sahel, les habitants ont le succès, n'a pas besoin de validation, seulement de continuité. Les critiques les plus virulentes ne viennent pas des ennemis de l'Afrique, mais de ses partenaires supposés.
Certains analystes européens affirment que le projet d'Ibrahim Traoré relève du nationalisme écologique, une illusion rurale incapable de nourrir une nation entière. D'autres, plus techniques, redoutent un déséquilibre écologique à trop d'oiseaux, trop peu de contrôle. Traoré, fidèle à son ton posé, ne nie pas ses inquiétudes. Il les confronte. Oui, admet-il, la nature échappe au calcul humain, mais c'est précisément cette marge d'incertitude qui redonne sens à la vie. Il préfère une erreur fertile à une dépendance stérile. Face aux économistes qui réclament des garanties de durabilité, les données locales opposent 0 $ d'aide étrangère, 60% d'autosuffisance communautaire atteinte, aucune épidémie recensée. Le modèle repose sur l'adaptation, non sur la prédiction. Le contrôle est un mot inventé par ceux qui craignent la vie, dira-t-il plus tard dans une interview devenue célèbre. Cette phrase divise les forums internationaux, mais elle incarne toute la cohérence nourrir sans dominer. Certains intellectuels africains, pourtant proches de lui, défendent une approche intégrer la technologie, mesurer davantage. Leur argument, un modèle qui ne dialogue pas avec la science, risque l'isolement. Pourtant, la science ici ne se trouve pas dans les laboratoires, mais dans les champs. Des centaines d'agronomes locaux collectent les données, les comparent et bâtissent une connaissance ancrée dans le sol plutôt que dans les serveurs. Cette confrontation, idéalisme contre rationalisme, ne cherche pas un vainqueur. Elle dessine une question: jusqu'où un pays peut-il s'affranchir des modèles qui prétendent le sauver ? Ibrahim Traoré n'apporte pas de réponse définitive. Il offre celle d'un peuple qui teste la liberté comme on teste un sol, par contact direct, le désert bouge. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré au milieu de la 2e année, devient un mot d'ordre, car à présent les satellites confirment de fines bandes vertes apparaissent le long des routes de migration des oiseaux. Là où rien ne poussait depuis 30 ans, de nouveaux arbustes retiennent le sable. Les observateurs parlent de hasard, les habitants de mémoire. La terre se souvient, dit un vieil agriculteur de Dori. Les oiseaux lui rappellent ce qu'elle était. Et soudain, la protéine verte cesse d'être un projet agricole. Elle devient un poème collectif. Pour la première fois, la presse internationale hésite entre miracle et méthodologie. Des scientifiques européens réclament des capteurs, des modèles, des preuves. Mais au Burkina Faso, les preuves chantent, marchent et se nourrissent. Les villageois parlent désormais de aile de liberté, et dans leurs mots, le doute s'érode. Ce midpoint, ce qui devait sauver la population, commence à sauver le paysage. Le plan Traoré franchit ainsi sa frontière la plus invisible, celle qui sépare la survie de la régénération. Les effets se propagent dans cercles concentriques, touchant tour à tour 4 sphères de la vie burkinabé. Les ministères redéfinissent leurs priorités budgétaires. Les importations de viande chutent de 70% à 55% en 2 ans. Le budget autrefois alloué aux subventions d'aliments importés se redirige vers la formation agricole et les coopératives rurales. Dans les écoles, les repas contiennent pour la première fois une source de protéines locales et régulière. Le pays découvre qu'il peut nourrir ses enfants sans devise étrangère. Dans les marchés du Nord, les femmes vendent désormais des œufs, des plumes et des lampes solaires achetées grâce à ces ventes. L'économie de subsistance devient économie circulaire. Les revenus ruraux moyens augmentent de 8%, mais c'est la stabilité, aucune région ne recule. Les banques locales notent une réduction des prêts de survie et une hausse des investissements agricoles communautaires. Des figures comme Amina Senou inspirent une génération. Les jeunes, autrefois aspirés par la migration, choisissent de rester. Des groupes de femmes créent des prêts d'eux, 10 naissances offertes à une famille qui les rend doublées l'année suivante. Dans certaines zones, la malnutrition infantile chute de 14% et les médecins observent des réponses immunitaires plus fortes. Le modèle dépasse les frontières. Le Mali et le Niger envoient des équipes d'observation. Le Tchad traduit les manuels en arabe. L'Union africaine s'y intéresse, voyant dans la protéine verte un laboratoire d'autonomie. L'Occident, lui, faut-il applaudir ou alerter ? Au centre de cette mosaïque, Ibrahim Traoré devient un personnage presque mythique. Ni prophète, ni technocrate, il incarne une forme de leadership qui se mesure non pas à la vitesse des décisions, mais à leur persistance. Dans ses discours sobres,
Nous ne cherchons pas la perfection, mais la continuité. Et dans le désert désormais rythmé par le bruissement des ailes, cette continuité, les villages se reconstruisent, le sol se refait, la foi revient. À mesure que le programme avance, 3 trajectoires possibles émergent des analyses du ministère burkinabé et des observateurs étrangers. Scénario: la croissance se stabilise. Les communautés maintiennent une autosuffisance de 60%, les oiseaux se régulent naturellement et les coopératives deviennent des institutions locales. Les exportations de connaissances, plus que de produits, deviennent la nouvelle ressource nationale. Ibrahim Traoré poursuit une politique de reproduction lente, préférant la durabilité à la vitesse. Le pays gagne en stabilité, sans dépendance nouvelle. La migration écologique continue vers le nord. Les bandes vertes observées par satellite se densifient, créant un corridor vivant de plusieurs centaines de kilomètres. Les pays voisins s'associent au modèle burkinabé, formant une alliance du Sahel pour la résilience. Dans cette version, le Burkina Faso n'est plus un laboratoire, mais un professeur. Le plan devient continental. Des sécheresses ou des déséquilibres migratoires perturbent le cycle. Certaines zones s'appauvrissent à nouveau. La spéculation sur les œufs et la viande fragilise la confiance populaire. Mais même ce scénario négatif garde la conscience collective de la souveraineté alimentaire. Comme le « un peuple qui sait se nourrir sait aussi se relever ». Entre ces lignes se trouve là ne pas dépendre du miracle. Le projet n'est pas un enchantement, mais une discipline. Si la nature décide de ralentir, le Burkina devra écouter son rythme. Et si la prospérité s'accélère, il devra apprendre à la gérer sans arrogance. Les experts internationaux, après des années de scepticisme, admettent désormais qu'un modèle fondé sur la confiance humaine et la biologie peut rivaliser avec la technologie. La révolution des plumes ne remplace pas les machines, elle leur rappelle leurs limites. Ainsi, au seuil de sa 3e année, l'expérience Traoré se tient sur un field entre le chaos du vivant et l'ordre du calcul. Ce que les rapports ne peuvent traduire, les visages le peuvent. Dans les villages du Nord, les gens ne parlent plus d'aide, mais d'appartenance. Une vieille femme dit à « Nous ne mangeons pas grâce à un don, mais grâce à nos mains ». Cette simple phrase vaut toutes les statistiques. Dans les marchés, les jeunes chantent des refrains où le nom d'Ibrahim Traoré rime avec terre et air. Les chansons populaires ne parlent plus de misère, mais celui des ailes et des saisons. La protéine verte n'est plus un programme d'État, c'est devenu une culture. Dans les écoles, les enfants apprennent à comptabiliser les œufs, à observer les cycles, à comprendre que la science n'est pas lointaine, mais locale. Chaque plume est une donnée. Cette pédagogie, à la fois naïve et profonde, redéfinit ce que signifie apprendre. Dans les villes, la classe moyenne, d'abord distante, commence à adopter l'idée. Les restaurants affichent fièrement 100% protéines du Sahel. Les artistes peignent des fresques d'oiseaux s'élevant au-dessus du désert. Ce n'est plus seulement une réforme économique, mais un symbole esthétique, celui d'un peuple qui redevient auteur de sa propre image. Et dans ce renversement silencieux, l'audience mondiale découvre ce que les Burkinabés, la dignité, n'a pas besoin d'autorisation. Pour Ibrahim Traoré, chaque victoire doit être consolidée par une méthode. Le plan de continuité adopté à la fin de la 2e année repose sur 5 cartographier la régénération. Les équipes locales, équipées de drones légers, documentent les zones où les oiseaux ont restauré l'humidité du sol. Ces données servent de guide pour la reproduction future Panta 2. Créer un fonds des coopératives. Alimenté par les revenus internes, il garantit la maintenance sans subventions étrangères. Chaque coopérative y contribue selon sa production annuelle. 3. Former une génération d'agropédagogues. Dans chaque province, des jeunes formés à la biologie et à l'économie sociale deviennent des passeurs de savoir capables d'unir la science et la mémoire rurale. 4. Mesurer autrement. Le gouvernement met en place un indice de résilience communautaire qui intègre diversité alimentaire, revenus stables et cohésion locale. 5. Préserver la liberté écologique. Ne pas tout contrôler, mais comprendre ce qui nous échappe, répète Traoré. Ce principe, plus philosophique que technique, empêche la centralisation excessive et protège le cycle naturel du projet. Ces étapes sont modestes,
Elle relie la politique nationale au rythme du village. Dans cette feuille de route, la technologie ne domine pas la nature, elle l'accompagne. Et c'est peut-être là la véritable modernité un progrès qui n'a pas besoin d'effacer la terre pour la sauver. Au crépuscule, Amina Senou se tient devant son enclos. Le sable s'est assoupli, la brise transporte l'odeur des herbes neuves. Ses pintades rentrent une à une, comme si elles connaissaient leur rôle dans cette histoire. Elle sourit, son enfant sur le bras, elles savent revenir. Cette image, captée par un journaliste, boucle le récit. Car ce que le projet d'Ibrahim Traoré a vraiment libéré, ce ne sont pas seulement des oiseaux, mais celles qu'un pays peut retrouver sa voie en retrouvant sa terre. Amina n'est plus seulement une agricultrice. Elle est devenue la mémoire vivante d'un tournant. Et dans le murmure des ailes, on entend autre chose qu'une prière, un rappel, un souffle. Le désert, autrefois symbole d'absence, respire de nouveau. Si les oiseaux peuvent trouver leur chemin vers la maison, peut-être que les peuples le peuvent aussi. Quand le soleil descend sur les dunes et que le vent soulève la poussière verte, qu'allons-nous faire de ce que nous venons d'apprendre ? Le Burkina Faso, guidé par Ibrahim Traoré, n'a pas trouvé la perfection, mais une direction, celle d'un continent qui cesse de demander la permission pour exister. Les ailes des pintades ne sont plus qu'un symbole local. Elles incarnent une leçon universelle. Si la souveraineté peut naître de la poussière, alors tout pays peut retrouver la sienne, un geste après l'autre. Le monde regarde peut-être avec scepticisme, mais l'histoire retiendra la simplicité nourrir la vie. C'est déjà la défendre. Et vous, que voyez-vous dans ces ailes ? Une fable, un avertissement, ou le commencement discret d'une ère nouvelle où la dignité ne se mesure plus en aide reçue, mais en confiance donnée ? Si vous croyez, vous aussi, qu'un désert peut refleurir, partagez cette histoire. Parce que le monde n'est peut-être pas prêt pour ce qui vient, mais l'Afrique, elle, l'est déjà.